Oui, à un moment donné, il faut j'ai vu Stephen Hahn. Il dit que, par exemple, l'esclavage, ce n'était pas un génocide, puisque les propriétaires avaient besoin de leur esclaves pour couper de la canne, donc ils n'avaient aucun intérêt à leur porter préjudice. D'accord? Mais 2 pages plus loin, quand il parle du rendement économique de la plantation, il dit que les propriétaires n'avaient aucun intérêt financier à promouvoir une politique de natalité. Ça fait 1. 2. Ils préféraient faire travailler leurs esclaves jusqu'à la mort pour en racheter de nouveaux qui venaient remplacer ceux qui étaient morts. Maintenant, la seule question qu'il faut poser, c'est quel est le taux de mortalité. Tous les historiens vous disent que depuis le problème des engagés, vous savez, les engagés, c'était ces fameux blancs-là qui étaient embauchés sur 36 mois pour couper la canne. Même le taux de mortalité des engagés, je tiens quand même à rappeler que l'engagé n'était pas fouetté, il n'avait pas le carcan, il n'avait pas le cachot, il n'avait pas toutes ces conditions, il ne mettait pas les crochets dans la côte, il n'avait pas tout ça. Même son taux de mortalité était élevé. C'est pour ça qu'au XVIIIe siècle, ils ont même arrêté cette affaire. Au XVIe siècle. Ils ont arrêté ça au XVIe siècle parce qu'ils ont vu que le problème, c'est qu'ils allaient nulle part avec ça. Parce que les personnes n'arrivaient aux 36 mois. Il n'y a pratiquement plus personne. C'est-à-dire qu'ils étaient pratiquement tous morts quand arrivait la fin du contrat. Alors, vous imaginez que l'esclave, vous voyez, qui en plus, il est fouetté, avec ses mauvaises conditions de vie, il a le carcan, il a le cachot, il a le boulet, il a tout ça, il aurait eu un taux de mortalité moins élevé que l'engagé. Vous voyez pas que les gens mentent? Eh oui. Alors donc nous sommes déjà dans cette avant-dernière partie, l'esclavage génocide, c'est ce que vous nous... Oui, totalement, c'est très important. Et nous allons devoir passer aussi à la version erronée de cette vision erronée de l'Afrique. Totalement, c'est-à-dire que la chose, c'est qu'on est parti là dans du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a quitté le domaine de la raison au plane. C'est-à-dire que l'historien... Vous savez, une fois, je discutais... j'ai eu l'occasion de discuter avec beaucoup d'historiens, mais de leur dire, finalement, quand vous racontez l'histoire de l'Afrique, c'est l'histoire de l'Europe que vous racontez en gros. Parce que ce qu'on raconte, personne n'a jamais vu ça en Afrique. C'est-à-dire que le gars a du mal à comprendre que quand un roi est judéo-chrétien et un roi est animiste, l'animiste ne peut pas avoir le même comportement que le judéo-chrétien. C'est pas possible. C'est-à-dire, je n'ai vu qu'une seule fois un historien français dire aux historiens arrêtez de raconter n'importe quoi parce que la spiritualité occidentale était à l'antipode de la spiritualité africaine. On ne peut même pas couper un arbre. Mais attendez, l'Européen vient, il coupe, il déboise une forêt. On ne peut même pas couper un arbre dans la tradition africaine. C'est tout un truc, ça peut prendre 3 mois. On le voit jusqu'à aujourd'hui en Papouasie, quand les gars vont couper un arbre pour faire un canoë. Mais il y a 3 mois de prière qui font un arbre. Un gars ne peut même pas couper un arbre. Tu viens dire que le gars a pris des gens, il a vendu les gens, il a mis... Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est plus de l'histoire, c'est du spectacle. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est du spectacle, on n'est plus dans l'histoire, c'est du mais est-ce qu'il y avait quand même quelques corrompus qui se disaient, tiens, je vais en captiver, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais vous dire quelque chose parce qu'il faut parler de tout. Bonpa Bong et moi, nous avons été chercher le nom des gens. Roberto da Silva, Ian McIntosh et compagnie. On s'est posé la question, mais comment quelqu'un qui est présenté comme un trafiquant d'esclaves africains s'appelle Roberto da Silva? Donc qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte que des enfants qui étaient rasés en Afrique étaient ramenés au Portugal, comme l'Espagne le faisait, l'Angleterre le faisait, tout le monde le faisait. Cet enfant qui a 5 ans, on va l'éduquer dans le banniment des armes, on va l'éduquer dans la foi européenne, mais surtout on va le préparer à remplir et à servir la couronne, donc portugaise par exemple. Et cet individu qui a vécu donc au Portugal pendant 30 années de sa vie, on va le renvoyer en Afrique avec des prisonniers qu'on va libérer des prisons et on va le ramener. Maintenant, cet individu-là est incapable de rentrer à l'intérieur des terres parce que ça fait trop longtemps qu'il est parti, il n'a plus d'attache familiale, il ne sait même plus d'où il vient. Maintenant, on lui a trafiqué le cerveau, il fonctionne pour la couronne portugaise. Maintenant, quand on vous fait un dessin, on vous dit voilà l'Africain. Maintenant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que
Le problème, c'est que son cerveau n'est plus africain, puisque vous l'avez trafiqué. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Roberto da Silva, et qui fait au nom du Père et du Fils. Est-ce que vous comprenez l'affaire? Donc, à partir de là, on vient nous prendre. Parce que beaucoup d'historiens, faites attention, des historiens européens aussi, ont parlé de... Et c'est pour ça qu'au colloque de Nantes, Pétré Grenouillot a été attaqué sur cette affaire des enfants. Parce qu'on lui a dit, comme par hasard, dans son ouvrage, il n'en a jamais parlé. Mais ces gens qui sont ramenés, qui ont des chapeaux, qui ont des fusils et compagnie, on va les présenter comme des Africains, alors qu'ils viennent d'Espagne, ils viennent du Portugal, et ils servent les intérêts de la couronne espagnole ou la couronne portugaise. Donc c'est ça la problématique. Bon, maintenant, il faut comprendre une chose. Parce que dans tout le spectacle, je vais quand même vous dire quelque chose. Imaginez que moi, Omotunde, d'accord, roi des Boana, je veux organiser des razzias. D'accord? Je veux organiser des razzias. Donc, je pars un lundi matin, je rentre, je prends mon fusil, je tire. Et quand j'ai passé toute la journée à tirer, j'ai fait une trentaine de captifs que je ramène. Vous voyez l'affaire? Et comme je suis très coopératif, je monte même dans le bateau négrier, je les attache moi-même, je les installe, je leur donne un petit verre de jus, un verre d'eau, je leur dis, bon les gars, c'est bien, je vais voir le gars, je compte mon argent et je pars. Je tiens quand même à souligner avec vous le caractère ridicule de ce qu'on nous montre. L'Afrique a des mines d'or, mais le gars, il va vouloir être payé en or. Bon bref, on va mettre ça de côté parce que c'est de ce qu'on fait. Il en demeure pas moins que mardi matin, je viens pour partir, à nouveau faire des razzias, je fais clac-clac avec mon fusil, je n'ai pas de munitions. Donc, est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais il faut comprendre l'affaire. Que la chose qui a commencé lundi est morte mardi, hein. Parce que moi, voilà ce que l'Afrique dit. Un jour, j'espère que vous allez vous poser la question, mais si je suis reparti mardi, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui m'a livré des munitions. Il faudrait peut-être un jour s'intéresser à cette personne. Cette personne qui a livré les munitions et les fusils, alors qu'on ne fabriquait ni munitions ni fusils en Afrique. Alors, vous parlez aussi de peut-on valider ces arguments? Alors, il est la traite négrière, ou alors vous êtes en train de vous parler de cette traite, vous parlez de valider, peut-on valider cet argument? Est-ce que vous pensez que c'est ce que Paul Orgevet disait? Non, on ne peut pas le valider. On peut pas. On ne peut pas le valider pour deux raisons. C'est-à-dire, pourquoi on ne peut pas dire que c'est un système qui préservait l'existence de vie des captifs? On ne pouvait pas le valider pour la simple et bonne raison que, premièrement, le taux de mortalité était extrêmement élevé. Deuxièmement, le taux de natalité était extrêmement bas. Vous voyez l'affaire? Parce que aucun planteur n'a fait de politique de natalité. Ça, tout le monde vous le dit. Et il faut quand même savoir une chose, j'ai quand même des rapports de mortalité et de natalité sur les plantations de la Guadeloupe, les plantations de la Martinique et les plantations de la Guyane. Alors, nous devons, normalement, on devait finir cette émission avec vous, hein, selon notre conducteur, mais là, je pense que les personnes que nous attendions, qui sont arrivées très très en retard, puisque nous les attendions depuis ce matin, 11h05, ils sont certainement arrivés. Alors, par politesse, nous allons juste faire une petite place pour les recevoir. Pour terminer, je dirais, il faut faire attention, parce que nous avons le point de vue des négriers, et des descendants des négriers, en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous n'avons pas le point de vue réel pour le moment des personnes. De toute façon, nous allons revenir, hein, nous allons revenir sur les sujets. Gens qui sont dans les royaumes. Ah non, mais ce n'est pas... Je ne parle pas des royaumes en carton-pâte, je parle des vrais royaumes. Monsieur Kalala, et c'est sur cette base-là que je dis aux gens de suspendre leur jugement et de faire très attention à ce qui se joue aujourd'hui. Je ne parle pas de nous, je parle des jeunes générations. Oui, tout à fait d'accord. Nous allons offrir une pause, le temps pour nous de recevoir les personnes qui sont arrivées, qui sont là. Malheureusement, on devait finir avec vous, mais vous nous excuserez. Et puis je n'aime pas ce genre de gymnastique, mais ces gens-là sont là, nous allons les recevoir à tout à l'heure. Il n'y a pas de souci.